Bienvenue à la conférence Katia Boustany 2021, organisée par la Société québécoise de droit international. Nous avons le grand plaisir de recevoir le professeur Olivier Corten aujourd'hui pour prononcer cette conférence 2021. Avant de présenter Olivier et sa conférence plus en détail, je vais passer la parole à notre président de la Société québécoise de droit international, le professeur François Roch, qui va vous adresser un mot de bienvenue et puis qui va nous rappeler un peu l'histoire de cette conférence Katia Boustany et la mémoire de la professeure Boustany. Alors, François, à toi la parole. Merci beaucoup, Charles Emmanuel. Écoutez, cher professeur Corten, distingués invités, chers collègues, étudiants et amis, je me présente, François Roch, je suis président de la Société québécoise de droit international et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui et de vous souhaiter la bienvenue à l'édition 2021 de la conférence Katia Boustany. C'est un moment émouvant pour moi parce que j'ai été l'auxiliaire d'enseignement de Katia il y a plusieurs années. Katia est décédée beaucoup trop tôt, le 6 janvier 2004. Et annuellement, la Société québécoise de droit international a décidé, dès 2004, d'organiser une conférence. Katia Boustany était une grande dame du droit international. Elle a été professeure de droit international public à l'Université du Québec à Montréal pendant plusieurs années. Et elle a notamment présidé la Société québécoise de droit international de 1996 à 1998. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué notre société. Katia Boustany a marqué plusieurs générations d'internationalistes québécois, mais francophones, des internationalistes d'un peu partout à travers le monde. Comme vous le savez, c'était une généraliste de grand talent, mais c'était aussi quelqu'un qui était particulièrement passionné par les enjeux touchant le jus ad bellum, le jus in bello, le droit pénal international. Et à ce titre-là, la Société a décidé d'organiser sur ce thème-là, annuellement, une conférence dédiée à la mémoire de notre regrettée collègue et amie, la professeure Katia Boustany. Donc, avant de redonner la parole à Charles-Emmanuel Côté, qui aura le plaisir de présider cette conférence, je tiens à remercier les membres de l'exécutif qui ont rendu possible justement l'organisation de cette conférence. Donc, je pense à Charles-Emmanuel Côté, David Bavo, Vanessa Tanguay, Pierrick Pujot, Andrés Contreras et Delphine Ducasse. Donc, merci de votre implication pour rendre possible cette journée. Et bien évidemment, mes remerciements vont également à notre invité, le professeur Olivier Corten, qui a accepté de prononcer l'édition 2021 de la conférence Katia Boustany. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite une très belle conférence et je cède la parole à mon collègue Charles-Emmanuel Côté. Bonne conférence à toutes et à tous. Merci François. Alors, notre conférencier invité a un curriculum vitae extrêmement dense et long. Alors, il va me faire plaisir de survoler certains aspects, de mettre en lumière certains aspects pour vous le présenter plus en détail. Alors, Olivier Corten est professeur ordinaire à la Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles. Il est également membre du Centre de droit international et de sociologie appliquée au droit international de cette même faculté. Il en a été le directeur pendant plusieurs années. Il enseigne à l'ULB le droit international public, la méthodologie du droit international, le droit de la paix et de la sécurité internationale et la sociologie du droit. Il a enseigné également dans d'autres enceintes très prestigieuses et notamment à l'Académie de droit international de La Haye, déjà en 2000, je sais ici il y a quelques années, en 2014. Et il enseignera le cours général de droit international public à l'Académie de La Haye à l'hiver 2023. Le professeur Corten a également agi à la Cour internationale de justice comme avocat dans plusieurs affaires, dont une affaire toute récente, l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo. Et par ailleurs, il a publié de très nombreux ouvrages, alors 11 ouvrages à titre d'auteur et de co-auteur, 16 ouvrages comme co-directeur, 79 chapitres d'ouvrages, 86 articles dans des revues scientifiques. Parmi les ouvrages, évidemment, je ne saurais ne pas mentionner la 3e édition de son ouvrage de référence, Le droit contre la guerre, dont nous allons pouvoir bénéficier de l'éclairage aujourd'hui pour analyser la situation qui fera l'objet de cette conférence.
Il a également publié avec le professeur Pierre Klein, co-dirigé un ouvrage de référence également sur les conventions de Vienne sur le droit des traités. Il a également publié un ouvrage qui traduit une passion qu'il a pour le cinéma, donc sur le droit international au cinéma, présentation et représentation du droit international dans les films et les séries télévisées. Olivier Corten est membre associé de l'Institut de droit international depuis 2019 et nous sommes très heureux qu'il ait accepté notre invitation à prononcer cette conférence. Alors, le sujet de la conférence, vous le connaissez, ce sera sur le conflit du Haut-Karabakh de l'automne 2020. Que dit le Ius contra bellum? C'est un sujet qui intéresse sous plusieurs angles, particulièrement les membres de la Société québécoise de droit international et notamment la question du statut de ce territoire au regard du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et les aspects juridiques qui en découlent quant à la possibilité d'invoquer la légitime défense, à justifier l'utilisation de la force, à la portée juridique des accords de paix qui ont été pris en lien avec ce conflit qui remonte à l'effondrement de l'Union soviétique. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à notre conférencier, Olivier Corten, qui va s'adresser à nous pour une durée d'environ 45 minutes, quelque chose comme ça. Et puis, nous allons ensuite profiter du temps qui nous reste pour échanger, discuter avec le professeur Corten sur le sujet de sa conférence. Alors, Olivier, la parole est à toi. Merci beaucoup, Charles, et merci encore plus généralement de m'avoir invité pour donner cette conférence. Je n'ai pas connu malheureusement personnellement Katia Boustany, mais j'ai lu évidemment certains de ses écrits. En préparant un petit peu la conférence d'aujourd'hui, j'ai constaté qu'il y avait un élément, un point commun que j'avais déjà pressenti en lisant ses écrits, mais qui était quand même une conception, disons, plutôt pacifiste et restrictive du coup des possibilités de recourir à la force dans les relations internationales que nous partagions. J'ai lu dans un hommage qui a été fait par votre collègue Daniel Turp qu'elle avait, lors d'une discussion informelle avec lui et avec aussi Éric David du Centre de droit international, elle avait critiqué la résolution 678 qui avait autorisé les États à agir contre l'Irak à la suite de la guerre du Koweït, non pas sur le principe évidemment de la riposte à l'agression de l'Irak, mais plutôt parce que cette résolution était selon elle trop générale. C'était, vous vous en souviendrez, la première résolution qui autorise les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir la paix dans la région. Elle estimait que c'était des termes trop vagues et que la Charte des Nations Unies exigeait de la part du Conseil de sécurité quand même, qu'il fixe des objectifs plus précis et surtout qu'il exige des États qui agiraient sous son autorité, ces États qu'ils rendent des comptes et en particulier qu'on s'assure que la résolution soit bel et bien respectée. Je dois dire qu'en cela, elle était assez visionnaire d'un certain nombre de problèmes qui sont survenus par la suite, peut-être un petit peu longtemps après, mais de manière assez flagrante dans le cas, par exemple, de l'intervention militaire en Libye en 2011, donc quelques 20 années plus tard. Et plus généralement, on voit bien là son souci d'être restrictive donc, par rapport aux possibilités de recourir à la force. Et comme je le dis, là, on partage certainement un point commun, elle et moi. Alors la difficulté néanmoins, parfois, et on va le voir aujourd'hui, c'est de se demander concrètement dans une situation, qu'est-ce que c'est qu'une position restrictive? Comment est-ce qu'on peut réfléchir sur l'interprétation du droit international dans le domaine de l'interdiction du recours à la force, dans des situations où les choses ne sont pas peut-être toujours aussi claires que, par exemple, dans le cas de la guerre du Golfe, où si on met à part la résolution du Conseil de sécurité, il était clair là qu'on avait, disons, une agression en bonne et due forme et donc une possibilité a priori, effectivement, de recourir à la force. Ici, dans le cas du Haut-Karabakh qu'on va donc examiner, la situation est peut-être plus compliquée. Et comme on va le voir, du coup, il y a des marges d'interprétation comme chaque fois. Et une des questions qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on peut justement réfléchir à cela? Comment est-ce que si on veut défendre une conception plutôt restrictive de l'interdiction du recours à la force, comment est-ce qu'on va gérer un cas comme celui-là? D'un côté, on pourrait se dire qu'il y a une intervention militaire de l'Azerbaïdjan
comme vous le savez, à partir du mois de septembre 2020. Donc, on doit être plutôt critique. Mais d'un autre côté, les choses sont souvent plus complexes et elles le sont ici. L'Azerbaïdjan intervient, mais l'Arménie occupait une partie du territoire de l'Azerbaïdjan et dès lors, on se trouve dans une situation peut-être pas si différente de la guerre du Golfe, puisqu'on a un État qui est finalement qui réagit et qui prétend, l'Azerbaïdjan, agir en légitime défense. La différence étant évidemment ici qu'il y a une temporalité qui est quand même tout à fait différente, puisque dans le cas de la guerre du Golfe, on a réagi quelques mois, quand je dis on, c'est les États-Unis et un certain nombre d'États occidentaux après l'invasion, qui datait du mois d'août 1990, et la guerre en riposte, disons, a commencé au mois de janvier 1991, alors qu'ici, les faits datent à peu près de la guerre du Golfe, disons de 1991, c'est-à-dire la situation, le début, disons, du différend entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et la guerre dont on parle ici, c'est une guerre qui commence donc au mois de septembre 2020. Donc on voit bien que là, il y a une grosse différence. Je vais essayer de traiter aujourd'hui de cette situation et de voir quelles réponses on peut apporter à ce type de problème, sachant, comme vous le verrez, que les choses ne sont peut-être pas aussi simples qu'elles pourraient paraître à première vue. Alors peut-être juste, je ne vais pas vous bombarder, je ne suis pas nécessairement un partisan des PowerPoints et en particulier des bullet points, donc je vous épargnerai tout bullet point, mais par contre une petite carte ne pourrait peut-être pas faire de tort, et donc je vais tenter de partager mon écran. Donc là, vous le voyez, mon écran? Oui. Donc voilà, c'est tout simplement pour, parce que c'est un petit côté exotique, même si ce n'est pas si loin de l'Europe, c'est beaucoup plus loin du Canada, mais donc peut-être pour rappeler un petit peu, évidemment, le contexte géographique de la question. D'abord, comme vous le voyez ici sur cette carte, qui indique, je trouve, de manière relativement claire la situation au début, donc, enfin à la fin plutôt du mois de septembre 2020, on a d'un côté l'Azerbaïdjan et de l'autre côté l'Arménie. L'Azerbaïdjan qui est composé de deux territoires séparés par l'Arménie, vous le voyez ici, le Nakhichevan d'un côté et puis disons l'essentiel du territoire azerbaïdjanais. Et alors il y a le Haut-Karabakh, mais quand on parle du Haut-Karabakh, et c'est peut-être la première remarque importante que je voudrais faire ici pour assurer la compréhension de ce qui va suivre, on parle en réalité non seulement de la région du Haut-Karabakh qui s'est autoproclamée État en 1991, comme on le verra, et qui est indiqué ici en rouge ou en orange foncé, disons, mais aussi des zones qui l'entourent et que vous voyez ici assurées et qui, depuis donc 1994, sont en réalité soustraites au contrôle de l'Azerbaïdjan par, alors c'est difficile de distinguer en réalité, d'une part les autorités du Haut-Karabakh et d'autre part les autorités arméniennes. Et donc, quand on parle de cette question, en réalité, on ne parle pas que du Haut-Karabakh, ou alors on parle en quelque sorte du grand Haut-Karabakh, si on peut dire. Mais donc, c'est important de bien comprendre cela, c'est que toute cette région ici, qui est à l'ouest et au sud de la petite ligne pointillée, c'est cette région-là dont il a été question. Et finalement, vous le voyez ici avec les deux petites étoiles en quelque sorte en noir, le conflit le 27 septembre a été marqué par une offensive azérie plutôt dans cette partie-là de son territoire, donc tout au sud du Haut-Karabakh au sens strict. Et alors, comme vous le savez, ce conflit a duré, disons, quelques semaines. Le Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan, pardon, a écrit aux Nations Unies et s'est prévalu d'un droit de légitime défense pour réagir, a dit l'Azerbaïdjan, à la fois à des incidents dans lesquels auraient été impliquées des forces arméniennes et en même temps, de manière, disons, plus durable, à une occupation de son territoire par les forces arméniennes, selon l'Azerbaïdjan, qui couvre donc toute cette zone, le Haut-Karabakh et toutes les zones adjacentes
qui sont ici hachurés en vert et orange clair. Alors, à la suite de plusieurs semaines de combat, comme vous le savez aussi sans doute, il y a eu un cessez-le-feu qui a été conclu sous l'égide de la Russie. Et puis, finalement, il y a eu une espèce de... on a gelé la situation à ce moment-là. Quelle était la situation? C'est que l'Azerbaïdjan a recouvert son autorité ou a exercé son autorité sur la partie ici qu'on voit violette sur la carte, et donc c'est revenu sous son contrôle. L'Arménie, il a été prévu et ça a été fait le retrait des zones ici adjacentes, comme je vous le disais, au territoire du Haut-Karabakh avec des guillemets, et aussi à l'est en rouge. Seul est resté sous le contrôle des autorités du Haut-Karabakh et seul reste pour l'instant cette partie-là qu'on voit ici en orange et bleu, qui sont donc encore sous le contrôle des autorités du Haut-Karabakh. Quand cet accord il a été conclu sous l'égide de la Russie qui a envoyé près de 2000 soldats dans ce qu'on appelle le corridor de la Chine, c'est-à-dire c'est une partie de l'Azerbaïdjan qui mène au Haut-Karabakh et où il y a une route tout simplement et qui permet en quelque sorte de faire le lien puisque le Haut-Karabakh est fortement lié, comme je vous le disais, à l'Arménie. Donc ça, c'est le contexte un petit peu du conflit des mois de fin septembre jusqu'au 9 novembre, plutôt date du cessez-le-feu et du déploiement des 2000 militaires russes. Et donc, ça, c'est le problème, si on veut illustrer géographiquement. Alors, c'est ce problème que je vais traiter. Je voudrais néanmoins faire l'une ou l'autre remarque par rapport à la portée même de ce problème. Ce dont je vais traiter aujourd'hui, comme le titre de la conférence l'indique, c'est les aspects de jus contra bellum, c'est-à-dire les aspects liés à l'interdiction du recours à la force. C'est la question de principe, si vous voulez. Est-ce que l'Azerbaïdjan pouvait envoyer ses forces pour, selon les autorités azéries, exercer leur droit de légitime défense? C'est cette question-là que je vais traiter. Ce dont je ne vais pas traiter, et qui est un autre aspect, il y a des tas d'autres aspects du conflit, c'est par exemple le respect du droit humanitaire, c'est-à-dire est-ce que lors des combats, les forces azéries et d'ailleurs les autres parties au conflit ont respecté le droit des conflits armés? Manifestement non, il y a eu des violations, mais je ne vais pas m'intéresser ou me concentrer sur cette problématique-là, qui a été très discutée, mais qui est finalement un domaine indépendant par définition du jus contra bellum. Donc, de toute façon, tout le monde doit respecter le droit humanitaire, qu'il soit ou non dans son droit. Et une autre question que je ne vais pas traiter non plus, et qui est très importante aussi, voire peut-être plus importante, donc je ne prétends pas évidemment que c'est la question centrale, c'est une question, je pense quand même sous-jacente et qui est au centre du conflit, mais qui est peut-être moins importante finalement que les droits humains, et en particulier notamment aussi les droits des personnes déplacées, des réfugiés, et évidemment des personnes qui ont subi toute une série de violations des droits humains depuis des décennies, et la Cour européenne des droits de l'homme est régulièrement saisie de recours et condamne, a notamment condamné parfois l'Arménie pour des violations en territoire azéri en raison du contrôle de l'Arménie sur les autorités du Haut-Karabakh. Et donc tout ça met en jeu d'autres questions qui sont indépendantes, là encore, par rapport au jus contra bellum, par rapport à l'interdiction du recours à la force, parce que le fait, sur le principe de pouvoir récupérer son territoire ou pas, n'affecte pas de toute façon la nécessité de respecter les droits humains. Donc là, je restreins le sujet. Mon sujet n'est pas non plus est-ce qu'il faut ou pas politiquement, et c'est pourtant très très important, et c'est même peut-être le plus important, modifier les frontières dans la région. Donc là, je me prononce, si vous voulez, à l'heure actuelle, en droit. Et donc, c'est vraiment un tout petit bout de la lorgnette, sachant néanmoins que dans tous les débats politiques et dans toutes les différents et les négociations, on va évidemment partir d'un argument juridique qui sera un argument parmi d'autres qui est important, mais qui est en même temps limité. Donc, il faut quand même être assez modeste par rapport à ça. En même temps,
il ne faut pas non plus être trop modeste. Je crois que cette question du Haut-Karabakh dépasse et de loin, en réalité, la région du Haut-Karabakh. Ici, j'ai une carte un peu plus agrandie qui est extrêmement compliquée, mais qui traduit justement la complexité de ces questions. On voit, même si on se limite à cette région, ici à cette zone géographique, qu'on a donc le Haut-Karabakh, mais d'autres situations similaires se sont et sont toujours finalement bien présentes dans d'autres pays de la région, la Géorgie en particulier, avec l'Ossétie du Sud que vous voyez ici et l'Abkhazie que vous voyez ici. Là aussi, des conflits sécessionnistes avec, pour la Géorgie, une guerre finalement aussi en 2008 où là aussi l'État central, si vous voulez, la Géorgie, a voulu retrouver ou récupérer son autorité. Et aussi, vous le voyez, pas loin de là, la Tchétchénie, qui avait proclamé son indépendance. Et c'est la Russie, à ce moment-là, qui est intervenue militairement pour rétablir son autorité. Bon, à la différence de la Géorgie et de l'Azerbaïdjan, dans le cas de la Tchétchénie et de la Russie, il n'y avait pas vraiment d'État tiers directement, en tout cas, impliqué dans la sécession. Et encore, ça, c'est uniquement cette région. Très vite, si on l'élargit encore, on va avoir d'autres situations, comme par exemple Chypre Nord. Donc, de ce point de vue-là, paradoxalement, l'Arménie partage avec la Turquie un certain comportement, disons, c'est que l'Arménie comme la Turquie soutiennent des entités sécessionnistes, Chypre Nord d'un côté et le Haut-Karabakh de l'autre. La différence étant quand même que l'Arménie n'a jamais reconnu le Haut-Karabakh comme État. Mais bon, sur le principe, il y a, disons, un certain parallélisme. Et on peut encore évidemment multiplier les exemples. Je prends les exemples les plus dramatiques. Mon but n'est pas de parler d'autres cas comme l'Écosse, la Catalogne ou évidemment le Québec, mais vraiment des cas de conflits armés. Donc vous avez encore par exemple la Transnistrie, pour prendre encore un autre exemple qui est peut-être plus dramatique, qui est aussi particulièrement donc conflictuel, disons. Donc, les questions que l'on va poser ici, c'est-à-dire lorsque vous avez une entité qui a voulu son indépendance, l'indépendance n'a pas été acceptée, elle est soutenue par un autre État et l'État central essaye de récupérer son autorité en invoquant sa légitime défense, ce sont des questions de principe finalement qui dépassent et de loin la question du Haut-Karabakh. Et c'est ça, à mon avis, l'intérêt. Et c'est un équilibre que je vais essayer de maintenir, c'est-à-dire que mon but aujourd'hui n'est pas nécessairement de dire si l'Azerbaïdjan a raison ou non, même si bon, il y a des tas d'éléments qui vont ressortir de cela, mais c'est plutôt de m'interroger sur des questions de principe. Dans quelles conditions est-ce qu'on peut ou pas recourir à la force? C'est finalement ça l'important. En l'espèce, pour se prononcer, il faudrait se pencher sur des questions de fait qui sont complexes et qu'on ne peut certainement pas prétendre résoudre aujourd'hui, ne fût-ce que se demander qui a violé le cessez-le-feu au mois de septembre 2020, puisque l'Azerbaïdjan prétend que c'est l'Arménie, l'Arménie prétend que c'est l'Azerbaïdjan. Donc là, ça pose toute une série de questions factuelles sur lesquelles on ne va pas se pencher. J'ai lu qu'il y avait eu 7000, pas moins de 7000, parce qu'on parle parfois de conflits gelés, mais de 7000 dénonciations de violation du cessez-le-feu depuis 1994. Donc, c'est dire si la question est quand même complexe sur le plan factuel pour savoir qui a commencé. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt les questions de principe. Et je vais le faire en deux parties. Je vais d'abord, et ce sera de mon point de vue le plus simple, me prononcer de manière générale. Est-ce que, a priori, l'Azerbaïdjan avait le droit à la légitime défense? À mon avis, la réponse est oui. Donc, sur le principe et sur le plan du droit international, l'Azerbaïdjan avait le droit de légitime défense, et là, à mon avis, toujours. Ça, c'est mon avis le plus simple. Deuxième temps du raisonnement qui est beaucoup plus complexe, cela étant, est-ce qu'il pouvait l'exercer de cette manière? Parce que la légitime défense, elle est certes, on peut l'invoquer lorsqu'on est victime d'une agression, mais il faut ensuite que l'exercice de la légitime défense réponde à des conditions de nécessité, de proportionnalité. Et là la réponse à la question va être plus compliquée, comme on va le voir. Mais d'abord, donc, la question de principe par rapport à
par rapport à l'invocation par l'Azerbaïdjan de son droit de légitime défense. Alors, sur le plan des principes, l'argument de l'Azerbaïdjan est assez simple. Une partie de mon territoire est occupée par l'Arménie. Il y a des soldats arméniens, rappelez-vous, dans toute la zone entourant le Haut-Karabakh, et aussi d'ailleurs l'Arménie soutient activement, militairement, le Haut-Karabakh. L'Arménie a le contrôle des autorités du Haut-Karabakh et dès lors, une partie de mon territoire est occupée, dit l'Azerbaïdjan. Et donc, j'ai le droit de légitime défense, d'autant, ajoute l'Azerbaïdjan, que l'Arménie aurait violé le cessez-le-feu. Alors, ce deuxième point, je ne vais pas le traiter. Supposons que l'Arménie n'ait pas violé le cessez-le-feu et concentrons-nous dès lors sur la question de principe. Pour résoudre cette question de principe, il faut évidemment d'abord déterminer le statut, comme Charles l'a évoqué il y a un instant, du Haut-Karabakh. Sinon, c'est très difficile évidemment de se prononcer. Jusqu'ici, vous l'avez relevé sans doute, je n'ai parlé que de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, mais qu'en est-il du Haut-Karabakh? Quel est son statut? Parce qu'évidemment, par exemple, si c'est un État, alors les choses changent complètement, tout le raisonnement va être différent, puisqu'à ce moment-là, on ne pourrait pas dire, en tout cas ça dépend pour quelle partie, pour toute l'espèce d'interland qui entoure le Haut-Karabakh, là c'est vrai que l'argument azéri resterait valable, mais pour le Haut-Karabakh en tant que tel, là, et il y a eu des attaques, et actuellement les autorités azéries exercent leur autorité sur le sud du Haut-Karabakh. Bon, eh bien là, si le Haut-Karabakh est un État, évidemment, l'argument azéri ne serait pas valable. Donc d'abord, il faut déterminer le statut avant d'en tirer toutes les conséquences. Alors, quel est ce statut? Là, on est devant une question relativement classique de droit international, qui est une question à la fois de succession d'États, de succession aux frontières, d'autodétermination et d'existence de l'État. Alors pour ça, il faut évidemment partir un petit peu des faits. On a souvent entendu, voilà, le Haut-Karabakh a été rattaché par Staline en 1921 à l'Azerbaïdjan, alors qu'avant, ça faisait partie de l'Arménie. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, ni tout à fait faux, c'est-à-dire que ce n'est pas Staline en tant que tel, mais c'est les autorités légalement à ce moment-là compétentes au sein de l'Union soviétique qui ont, comme dans beaucoup d'États fédéraux, considéré qu'une partie du territoire d'un État fédéré serait habitée par des habitants qui ne partagent pas nécessairement la même religion ou les mêmes origines, etc. Bon, alors, comme vous le savez, dans le monde, comme vous le savez, les Canadiens ou les Belges ou les Suisses, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais donc, en tout cas, le fait est que le Haut-Karabakh a été rattaché à la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan. Alors, il faut savoir, quand on dit Staline, qu'il n'y a pas que lui qui s'est prononcé, puisque bien après sa mort, la question a été posée aux autorités soviétiques. En 1988, en particulier, le Haut-Karabakh a souhaité obtenir une autonomie renforcée par rapport à l'Azerbaïdjan. Et la question est arrivée au Soviet suprême de l'Union soviétique qui a réaffirmé, avec l'appui du président Gorbatchev de l'époque, donc là c'est plus Staline, c'est Gorbatchev, a réaffirmé l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et donc a rejeté toute idée de transfert de territoire du Haut-Karabakh vers l'Arménie. Et donc, au moment de l'indépendance de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie à la fin de 1991, les choses étaient assez claires sur le plan du droit soviétique, si vous voulez. Le Haut-Karabakh faisait partie de l'Azerbaïdjan. Alors certains, donc, alors là, à partir de ce moment-là, certains vont dire, voilà, en application de l'outil Posidetis Iuris, on va considérer que les frontières, les limites administratives se transforment automatiquement en frontières internationales et dès lors, l'Azerbaïdjan comme État peut revendiquer, comme faisant partie intégrante de son territoire, le Haut-Karabakh. Alors ça a été discuté à l'époque, on avait fait d'ailleurs un colloque à l'Université libre de Bruxelles sur ces questions-là qui concernaient aussi la Yougoslavie, entre autres.
il y avait vraiment deux tendances. Certains disaient oui, l'outil Posidetis était à l'origine une règle, donc la transformation des limites administratives en frontières internationales était une règle qui est née en Amérique latine, puis en Afrique, maintenant elle s'applique en Europe. D'autres ont dit non, c'est une solution qui a été adoptée au cas par cas, et on ne peut pas dire que c'est une règle coutumière comme ça. Alors je pense que de toute façon, ici, le débat est tranché par les accords conclus par les nouvelles républiques, enfin les anciennes républiques socialistes soviétiques, et notamment par l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui ont conclu une série d'accords dont il ressort très clairement qu'elles se reconnaissent dans les frontières internationales anciennement, si vous voulez, limites administratives de l'Union soviétique. Donc il y a d'abord les accords de Minsk qui avaient été conclus uniquement par la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie, mais qui ont ensuite été acceptés à Alma-Ata par d'autres États, dont l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et donc là, chaque fois, les États se reconnaissent leur intégrité territoriale et l'immuabilité des frontières existantes. Alors, évidemment, ils ne disent pas quelles sont ces frontières existantes, mais enfin, quand même, dans le contexte, ça paraît quelque chose d'assez évident. Dans la charte de la communauté des États indépendants en 1993, les États, dont l'Arménie et l'Azerbaïdjan, reconnaissent l'inviolabilité des frontières des États, la reconnaissance des frontières existantes et la renonciation à l'acquisition illégale de territoires. Et puis même encore en 1994, une déclaration sur la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'inviolabilité des frontières des parties, enfin, des États de la communauté des États indépendants, renvoie de nouveau à l'inviolabilité des frontières, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'il y a un accord entre les États concernés, et d'ailleurs, pour finalement transformer les frontières administratives, les limites administratives en frontières internationales, et donc, à partir de là, il est assez évident qu'au moment de leur indépendance, l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont reconnus. Le Haut-Karabakh n'est pas reconnu, ne sera jamais reconnu en réalité, enfin jusqu'ici. Et finalement, le statut est assez clair. Alors évidemment, ça c'est en 1991, il pourrait y avoir ensuite eu des changements basés soit sur le droit à l'autodétermination, soit de manière, disons, plus objective, dans le sens où, indépendamment de l'existence d'un droit, sur l'existence des éléments constitutifs de l'État, mais on laissera, peut-être qu'on en discutera tout à l'heure. Je ne pense pas ici que ce soit particulièrement facile à défendre, pour utiliser un euphémisme. Pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, d'abord, le Haut-Karabakh n'a jamais été considéré comme tel par les Nations Unies. Or, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a été, comme vous le savez, élaboré dans le cadre de la charte et aussi encadré par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, qui ont soit établi des listes de territoires non autonomes, soit qualifié des situations en utilisant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, comme dans le cas de l'Afrique du Sud, par exemple, ou évidemment de la Palestine. Ici, ça n'a jamais été le cas. Au contraire, le Conseil de sécurité, dans 4 résolutions adoptées en 1993, réaffirme l'importance de l'intégrité territoriale des États, notamment de l'Azerbaïdjan, et l'inviolabilité des frontières, etc., l'inacceptabilité de l'emploi de la force aux fins d'acquisition de territoires. Donc, en d'autres termes, il est clair qu'on est bien loin ici d'une reconnaissance du Haut-Karabakh comme ayant le droit à l'autodétermination. Alors, comme vous le savez aussi, il y a la théorie selon laquelle, dans certains cas, il y aurait une sorte de droit à la sécession remède, dont on a beaucoup parlé, y compris au Québec, devant la Cour suprême. Bon, alors il faut quand même constater que cette théorie n'a jamais été acceptée à l'échelle, disons, générale, sur le plan du droit international. Si on reprend des précédents comme le Kosovo, par exemple, dont on a souvent parlé à cet égard, rares sont les États qui se sont prévalus de cette théorie, la plupart reconnaissant le Kosovo plutôt comme
une situation sui generis, comme on a dit, une situation exceptionnelle, de fait, plutôt comme un État qui serait parvenu à devenir un État en raison de son effectivité, plutôt que comme un droit à l'autodétermination qui aurait été exercé. Pour la Géorgie, de la même manière, si on reprend le cas de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie, cette théorie de la sécession remède, invoquée par la Russie à un moment pour justifier sa reconnaissance de ces deux républiques, n'a pas vraiment été, on peut le dire, relayée bien au-delà. Et donc, de nouveau, on ne peut pas considérer qu'elle ait vraiment été acceptée. La mission Géorgie, qui était composée d'un certain nombre d'experts de droit international qui s'est prononcé sur le sujet en 2009, a là aussi s'est prononcé tout à fait dans le même sens, en considérant que ce n'était pas un précédent, enfin qu'il n'y avait pas de précédent et qu'on ne pouvait certainement pas considérer que le droit à la sécession remède, comme on l'a dit, reflétait le droit international coutumier. Donc, difficile, pour dire le moins, d'invoquer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ici. À ma connaissance, les États ne plaident pas véritablement non plus en ce sens. Comme je l'ai dit plus tôt, on réaffirme l'intégrité territoriale. Autre solution tout à fait différente, c'est de dire que même s'il n'y a pas de droit à l'autodétermination, et c'est ce que la Cour internationale de justice a affirmé dans l'avis sur le Kosovo, rien n'empêche un État ou une entité plutôt de proclamer son indépendance. Rien ne l'empêche, donc ce n'est pas le problème. Mais a mentionné la Cour dans l'avis sur le Kosovo, sauf évidemment si cette déclaration d'indépendance est liée intrinsèquement à une intervention militaire extérieure. Et là, il y a un problème, et c'est précisément la situation dans laquelle on se trouve ici, puisque le Haut-Karabakh n'a pu finalement se soustraire à l'autorité de Bakou, donc de l'Azerbaïdjan, que grâce au soutien militaire actif et continu de l'Arménie. Et finalement, c'est pour ça que si on reprend les éléments constitutifs de l'État, et notamment l'effectivité, l'indépendance, la souveraineté, la possibilité d'exercer indépendamment de tout autre État son autorité sur un territoire, là, par rapport au Haut-Karabakh, c'est difficile de conclure en ce sens parce que son effectivité est uniquement due et essentiellement due, en tout cas, au soutien de l'Arménie et donc d'un État tiers, soutien qui n'est pas conforme au droit international, puisqu'évidemment, il n'est pas autorisé de favoriser une sécession en allant déployer des soldats sur le territoire de l'entité sécessionniste pour la protéger de l'État central. Donc, si on envisage les choses sous un angle plus objectif, entre guillemets, non pas de la légitimité du droit à l'autodétermination, mais plutôt de l'existence objective des éléments constitutifs de l'État, eh bien, à ce moment-là, c'est difficile aussi, en réalité, de considérer que le Haut-Karabakh est un État. Alors, à partir du moment où, en 1991, le Haut-Karabakh n'était pas un État, et où par la suite, il ne l'est pas devenu, il est resté juridiquement sous l'autorité de l'Azerbaïdjan, et par conséquent, a priori, lorsque l'Azerbaïdjan intervient au Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan intervient sur son propre territoire. On pourrait même se dire, tiens, mais alors, que vient faire l'interdiction du recours à la force qui ne s'applique qu'entre les États, mais il est quand même applicable parce que précisément, des troupes arméniennes se trouvent sur place, et là, peu importe le statut territorial, etc., s'il y a des combats entre les armées de deux États, évidemment, l'interdiction du recours à la force s'applique. Donc, l'Azerbaïdjan l'a admis, puisque l'Azerbaïdjan s'est prévalu de la légitime défense. L'argument de l'Azerbaïdjan n'a pas été de dire on intervient sur notre territoire, vous n'avez rien à nous dire. Ils ont plutôt invoqué la légitime défense en disant que l'Arménie occupait le territoire et que donc il mettait fin à l'occupation en intervenant militairement à la fin du mois de septembre 2020. Et donc, pour conclure à ce stade, mais provisoirement, et avant d'en arriver à la deuxième partie, donc, oui, a priori, l'Azerbaïdjan a été et est toujours victime d'une agression armée, puisqu'il est un État partiellement occupé. Et si vous lisez la définition de l'agression,
et vous voyez les exemples qui ont été donnés dans l'article 3 de la définition de l'agression. Le premier exemple, c'est l'occupation. L'occupation de territoire est en tant que telle une agression. Alors, ça peut même se faire, on y reviendra, sans qu'un coup de feu soit tiré. C'est néanmoins une agression et ça a été défini comme tel. Et donc, par conséquent, il est assez logique pour l'Azerbaïdjan de se prévaloir de sa légitime défense. Maintenant, deuxième question que l'on va aborder, qui est plus délicate, je le disais, c'est celle de savoir si l'action militaire était nécessaire et proportionnée. Le critère de nécessité se retrouve dans l'article 51 de la Charte. C'est un critère via le renvoi aux résolutions du Conseil de sécurité qui encadre la légitime défense. Et par ailleurs, il est reconnu comme faisant partie intégrante du droit coutumier. Tout cela n'est pas contesté. Maintenant, en général, on dit que c'est à l'État agressé qu'il revient d'évaluer la nécessité d'intervenir, mais néanmoins, sa marge d'appréciation n'est pas illimitée, donc tout est question d'espèces, tout est question des spécificités de la situation. Or, ici, on a deux éléments qu'on doit examiner. C'est d'abord le cessez-le-feu consacré par des résolutions du Conseil de sécurité, premier élément, et deuxième élément, un principe qu'on a parfois soulevé, qui est un principe plus général de règlement des différents territoriaux, règlement pacifique des différents territoriaux qui devrait être combiné avec la légitime défense. Et donc, on va voir que dans les deux cas, il n'est pas toujours évident, alors même qu'on est un État occupé, que l'on puisse exercer son droit de légitime défense. Alors d'abord, donc, les accords de cessez-le-feu. Donc, il y a eu le 5 mai 1994 le protocole de Bishkek qui prenait un cessez-le-feu entre, à ce moment-là, donc l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et puis le Haut-Karabakh était aussi impliqué comme une entité. Donc, sans entrer dans les détails, quand vous avez des accords de cessez-le-feu, vous avez toute une série d'accords différents de cessez-le-feu. Il y en a certains qui sont uniquement entre États, d'autres uniquement entre un État et une entité non étatique, et vous avez parfois des accords mixtes, c'est le cas ici. Vous avez un autre accord de cessez-le-feu en les 9 et 11 mai 1994 par échange de lettres, et ces accords de cessez-le-feu ont été mentionnés dans les résolutions du Conseil de sécurité. Il y en avait eu des précédents, des accords, mais qui n'avaient pas véritablement été respectés. Et en tout cas, le Conseil de sécurité avait, dans ses résolutions, à plusieurs reprises, appelé à un cessez-le-feu. Alors, est-ce que du coup, ça veut dire que l'Azerbaïdjan ne pouvait pas exercer son droit de légitime défense, puisque l'Azerbaïdjan avait accepté un cessez-le-feu et donc avait elle-même restreint l'exercice de son droit de légitime défense? Alors, la question a été traitée par la jurisprudence, par la Cour internationale de justice en particulier, de manière indirecte mais assez claire, dans l'affaire qui a opposé le Congo et l'Ouganda, non pas au stade des réparations, donc en effet qui se plaidait les semaines dernières, mais plutôt sur le fond, car dans ce cas de figure, le Congo, selon la Cour, avait été victime d'une agression de la part de l'Ouganda au mois d'août 1998. Il y avait eu un accord de cessez-le-feu à l'été, au mois de juillet 1999. Donc, le Congo avait conclu un accord de cessez-le-feu, notamment avec l'Ouganda et puis aussi avec des entités non étatiques. Il y avait eu des résolutions du Conseil de sécurité, là aussi, qui avaient appuyé, si vous voulez, le cessez-le-feu et avait dit que les parties devaient respecter le cessez-le-feu. Et puis, le Congo, à un moment donné, a utilisé la force pour essayer de récupérer son territoire, y compris après la conclusion de l'accord de cessez-le-feu. Comme dans le cas de l'Azerbaïdjan, j'ai envie de dire, le Congo se prévalait de sa légitime défense, à la fois en disant que son territoire était occupé et aussi en disant que le cessez-le-feu avait en réalité été violé en premier lieu par l'autre partie, c'est-à-dire l'Ouganda. Vous pouvez voir dans tous les précédents, les États qui agissent vont toujours dire que c'est d'abord l'autre qui a violé le cessez-le-feu, ce qui pose des questions très délicates d'ailleurs sur le plan factuel.
La Cour n'a pas voulu se pencher sur la question de savoir qui avait violé en premier ou pas le cessez-le-feu. Elle avait même considéré que cette demande était sans connexité avec le fond du différend. Et elle a tout simplement dit que le Congo était en droit d'utiliser la force parce qu'il avait un droit naturel de légitime défense. Ce que sous-entend assez clairement la Cour ici, et je crois que c'est cela qu'il faut entendre, et ce qui est le plus logique, me semble-t-il, c'est que lorsqu'on a effectivement un cessez-le-feu, ça restreint la légitime défense. C'est vrai qu'on imagine mal qu'on conclue un cessez-le-feu et que le lendemain, on envoie ses troupes, etc., pour, si vous voulez, pour récupérer son territoire. Mais néanmoins, le cessez-le-feu, et ça la Cour l'a dit par ailleurs, ça ne porte en rien atteinte aux droits fondamentaux des États, ça ne tranche pas le différend sur le fond, c'est plutôt des modalités qui existent pour essayer que les parties s'entendent pour mettre fin à la situation. En l'occurrence, quand le Congo conclut son cessez-le-feu avec l'Ouganda, l'idée était que cela devait permettre à l'Ouganda d'échelonner son retrait du territoire congolais. Seulement l'Ouganda ne l'a pas fait et à un moment donné, le Congo utilise son droit de légitime défense et là, manifestement, la Cour n'y voit pas de violation du droit international. Si on transpose cette situation au cas de l'Azerbaïdjan, il est vrai que l'Azerbaïdjan pourrait tout à fait se prévaloir de ce précédent en disant, écoutez, il y avait un cessez-le-feu, mais le cessez-le-feu, normalement, c'était provisoire, c'était en attendant le règlement de la question. La question n'est pas résolue, et donc à un moment, j'estime que moi, je suis en droit de récupérer mon territoire. Donc là, effectivement, le critère de nécessité pourrait valablement être invoqué par l'Azerbaïdjan en disant, là, il me semble que c'est nécessaire étant donné que c'est après 1994, donc c'est plus de 25 ans. Donc là, on est quand même dans une situation où manifestement, ça ne fonctionne pas et où donc j'aurais le droit d'utiliser la légitime défense. Il y a d'autres précédents qui pourraient être évoqués, on pourra peut-être venir dans la discussion. Deuxième problème néanmoins pour que l'on puisse véritablement affirmer le droit de l'Azerbaïdjan d'exercer sa légitime défense, c'est l'obligation de régler pacifiquement les différends territoriaux. C'est une affirmation, un énoncé que l'on retrouve dans la résolution sur les relations amicales entre les États, la résolution 26-25, qui dit que les États ne peuvent pas régler leurs différends territoriaux par la force. Certains en ont conclu que du coup, ça veut dire dans ce cas-là, une fois que le conflit en quelque sorte est gelé, ça veut dire qu'on ne peut pas récupérer son territoire et tant que la situation n'est pas résolue pacifiquement, l'État même occupé ne peut pas récupérer son territoire. Alors c'est ce que, par exemple, la commission Éthiopie-Érythrée a décidé dans une décision de 2005 où elle a considéré que quand bien même l'Érythrée avait des titres juridiques sur une ville, une localité, la localité de Badmé, et que donc c'était un territoire occupé par l'Éthiopie, l'Érythrée n'avait pas pu utiliser la force pour récupérer ce territoire parce que finalement, dit le tribunal arbitral, l'Éthiopie administrait pacifiquement Badmé, ce territoire-là, depuis un certain temps. Et donc, il y avait une espèce de statu quo qu'on ne pouvait pas remettre en cause par la force. C'est en se prévalant de ce précédent que certains auteurs à propos de l'Azerbaïdjan donc, ont considéré qu'il y avait violation du droit international parce qu'en utilisant la force à la fin septembre, l'Azerbaïdjan aurait ainsi violé cette obligation de régler pacifiquement les différends territoriaux qui l'emporterait en quelque sorte sur son droit de légitime défense ou en tout cas, ça voudrait dire qu'automatiquement, dans ce cas-là, il ne serait pas nécessaire d'utiliser la force en légitime défense si il y avait une espèce de statu quo qui se prolongeait avec administration pacifique de territoire. Alors, d'autres auteurs, par contre, ont considéré que ce n'était pas un argument valable. Alors, il y a plusieurs choses à dire à ce sujet. D'abord, sur le principe, cet argument pose toute une série de questions.
d'abord, à partir de quand est-ce qu'on a une administration pacifique? Est-ce qu'on peut dire ici administration pacifique du Haut-Karabakh alors que le territoire est occupé par des soldats, y compris arméniens, et qu'il y a constamment des violations du cessez-le-feu? Je vous ai cité le chiffre de 7000 violations du cessez-le-feu. Ça, c'est quand même difficile de dire que c'est une administration pacifique, mais si peut-être, mais alors comment le déterminer? Combien de temps est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse dire qu'il y a un statu quo? Est-ce que finalement ce n'est pas récompensé une occupation illicite? Est-ce qu'on peut dire que la violation du droit, l'occupation, l'agression qui se poursuit, parce qu'une occupation c'est une agression, est-ce qu'elle donne des droits alors? Le droit en réalité de poursuivre cette occupation? Là, ça pose quand même un problème vraiment de principe. C'était une sorte de dilemme. D'un côté, on dit qu'on veut être pacifique, mais d'un autre côté, on récompense un agresseur. Donc, vous voyez qu'il y a là toute une série de problèmes. Et puis, par rapport à la pratique des États, cette pratique des États n'est pas du tout claire. Pensez par exemple à la guerre du Kippour en 1973, lorsque l'Égypte et la Syrie ont lancé la guerre, ils ont invoqué la légitime défense, là aussi en disant les territoires sont occupés depuis longtemps, et le mouvement des non-alignés, par exemple, a soutenu leur argument. Donc, autrement dit, la majeure partie des États ont soutenu cet argument-là. Pourtant, on aurait peut-être pu dire, bon, ben, entre 1967 et 1973, après 6 ans, on était dans un statu quo, et donc il était interdit de recourir à la force. Donc on voit bien que la pratique n'est pas claire à cet égard, et que si on reprend même le cas de Congo-Ouganda que je citais il y a un instant, là aussi on pourrait peut-être se dire, bon, il y avait une partie qui était occupée par l'Ouganda, et puis le Congo utilise la force, il aurait fallu plutôt utiliser les moyens pacifiques, et c'était quelque chose qui était interdit. Ce n'est pas, je vous l'ai dit, ce que la Cour a décidé. Donc cet argument pose toute une série de questions ici, et pour conclure, 5600, je vois que mon temps est écoulé. Pour conclure, je voudrais dire ceci. Donc voilà, en conclusion, pour le cas particulier ici, sans préjudice de toutes les questions de fait liées à la violation ou pas du cessez-le-feu, on peut d'ailleurs se demander si le cessez-le-feu avait encore une certaine validité à partir du moment où il était violé constamment. Sur le plan des principes, je crois effectivement qu'il est clair pour moi que l'Azerbaïdjan avait et a le droit de légitime défense. Par rapport à la nécessité, j'aurais tendance à répondre que oui, c'est-à-dire que oui, au moment où il a utilisé la force, il pouvait invoquer la nécessité, mais je concède tout à fait que c'est assez ouvert à l'interprétation. Encore alors faut-il, à mon avis, entrer de manière plus pointue dans les faits, dans les négociations, dans la possibilité ou pas, par d'autres moyens, de récupérer le territoire. Mais je dois dire que c'était assez ouvert comme réponse. Pour conclure néanmoins, au-delà, comme je l'ai dit en commençant, du cas du Haut-Karabakh, cette question pose des problèmes de principe qui s'étendent bien au-delà de cette situation particulière. Le droit, comme je le disais, n'est jamais qu'un des aspects de ces questions. La question, à mon avis, la plus importante étant plutôt des questions de redéfinition des frontières qui, on le voit bien dans cette région-là et d'ailleurs dans tout l'Est de l'Europe en particulier, peut-être pourraient être réglées plus efficacement par une réflexion plus large sur d'éventuelles modifications de frontières, puisqu'on parle parfois de conflits gelés. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un terme très approprié au vu du nombre de victimes que l'on peut constater sur le terrain dans tous ces conflits-là. Mais c'est vrai qu'on peut se demander à un certain moment si l'argument qui consistait à dire que geler les frontières, ça allait éviter les conflits et éviter les victimes, n'est pas un argument qui a montré ses limites, et s'il ne serait pas opportun de réfléchir à des arrangements, y compris qui pourraient impliquer des modifications de frontières. En dépit de ce qu'on entend parfois et de la formule que l'on retient parfois, il n'y a pas en droit international d'intangibilité des frontières. Les frontières peuvent être modifiées, mais elles doivent se faire d'un commun accord et dans le cadre d'un règlement conventionnel
pas par des conflits, pas par l'utilisation de la force. Voilà, je conclus sur cela et je suis donc évidemment curieux d'entendre vos questions et vos observations. Merci beaucoup, Olivier, pour cet exposé très riche, très concis et qui, malgré tout, est très riche et qui a soulevé beaucoup de points qui, j'en suis sûr et convaincu, va soulever de nombreuses questions. Je me retourne et tu as nos applaudissements virtuels naturellement qui retentissent jusqu'à Bruxelles. Alors, merci beaucoup. Je me tourne vers la salle virtuelle. Alors, la période de questions est ouverte. Je vous demanderai simplement de vous présenter lorsque vous posez une question à notre conférencier. Puis, j'ai envie d'abuser de mon micro pour poser une première question qui est une question, en fait, ça a piqué ma curiosité. Peut-être que mes collègues québécois ont eu la même réaction en entendant la notion de, à plusieurs reprises, tu as parlé, lorsque tu parlais d'outils Possidetis Iuris, tu parlais de limites administratives. Tu utilisais le mot administratif, puis je me demandais si, à ton avis, puis je glisserais vers une autre question en lien justement avec le droit à l'autodétermination. Est-ce que tu ferais une distinction entre des limites constitutionnelles, des frontières territoriales constitutionnelles versus administratives? Parce que, selon ma compréhension des choses, d'un point de vue canadien, quand on parle d'une limite administrative, on parle d'une limite territoriale que le législateur ordinaire peut modifier selon son gré. Les limites de la Ville de Québec, les limites de la Ville de Montréal. Par contre, des limites constitutionnelles, ce sont des limites qui, dans l'ordre juridique de l'État souverain en question, ne peuvent être modifiées par l'un des gouvernements. Par exemple, au Canada, Ottawa ne peut pas modifier les frontières du Québec ou de l'Ontario. Il faut qu'il y ait un accord entre les... Et donc, je me demandais si ça pouvait avoir un impact sur cette question-là. Est-ce que des frontières constitutionnelles sont plus forte dans un contexte comme celui qu'on a vu que des frontières simplement administratives où, à ton point de vue, il s'agit de la seule et même chose. Il y a des frontières internationales tout court et le reste n'a pas de résonance. Puis le lien que je fais aussi, c'est un lien peut-être avec la notion de droit à l'autodétermination interne qui ne donne peut-être pas droit à l'État souverain, mais donnerait peut-être droit à une protection constitutionnelle particulière pour un peuple qui, si elle n'est pas respectée, pourrait ouvrir à peut-être des effets en droit international. Donc, une vaste question, mais plus spécialement sur le terme administratif. J'étais curieux de t'entendre sur l'emploi de ce terme-là. Oui, je réponds tout de suite avant les autres questions. OK. Oui, alors oui, donc en fait, dans la littérature sur l'outil Possidetis, donc la transformation quand on parle des limites administratives en frontières internationales, elle tire à mon avis son origine dans la circonstance qu'on parle à l'origine de colonisation et de décolonisation, et que dans le contexte colonial, les limites des colonies n'étaient pas nécessairement inscrites dans la Constitution, mais étaient plutôt inscrites dans des actes juridiques de portée inférieure, et que simplement, si le principe général en droit international est que le droit interne n'a pas d'effet en droit international, l'exception est évidemment celle du renvoi. Lorsque le droit international y renvoie, eh bien, on va prendre en compte les actes juridiques internes et leur donner des effets. Et ici, c'est précisément un exemple, quand bien même c'était un acte pur simplement, disons, administratif, lorsque la France a délimité le Burkina Faso et le Mali, ça ne s'appelait pas comme ça dans le droit colonial français, eh bien, cette limite-là, simplement administrative, devient, par le simple fait de l'accession à l'indépendance, une frontière internationale. Alors, lorsqu'ensuite on a voulu étendre l'outil Possidetis à la succession d'États en Europe, en particulier en Yougoslavie et dans l'Union soviétique, là, on a par facilité repris ce terme, mais en réalité, ça couvre tous les actes de droit interne, peu importe leur place dans la hiérarchie des sources. Donc, ça peut évidemment ou pas renvoyer à des limites qui sont, disons, consacrées dans la Constitution,
la valeur n'en sera pas plus ou moins forte, puisque tout simplement, enfin en tout cas directement, tout simplement l'idée de l'outil Posidetis, c'est allons voir le droit interne de l'ancien État, l'État qui auparavant exerçait sa souveraineté sur le territoire, et voyons où ce droit interne place la limite. Et là, évidemment, on va respecter la hiérarchie des sources. Si la Constitution dit une ligne A et un acte administratif une ligne B, on va choisir la ligne A. Donc là, sur ce plan-là, ça c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse par rapport à l'autodétermination interne, oui, donc là, il y a plusieurs sens du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il y a soit l'externe comme étant le droit à l'indépendance, il y a soit, à mon avis, l'externe comme étant le droit du peuple d'un État à ce qu'un autre État ne vienne pas s'ingérer dans la détermination de son régime politique. Par exemple, le Nicaragua, quand ils saisissent la Cour en 1984, ils disent aussi que les États-Unis ont violé leur droit à l'autodétermination, parce que le droit à l'autodétermination, c'est le peuple d'un État de ne pas voir son droit enfreint par les actes d'un autre État. Et puis enfin, c'est le droit de la population d'un État à être régi par un gouvernement représentatif, etc. Et là, ça renvoie au droit politique, au droit individuel, au droit humain, au droit de la personne. Évidemment, ça a des conséquences en droit international s'ils sont violés. Néanmoins, et là on revient à la question du droit de sécession remède, je ne crois pas qu'il y ait véritablement des précédents où on puisse établir une équation que même la Cour suprême n'a pas fait clairement, évitant la question en disant que de toute façon la question ne se posait pas vraiment pour le Québec, en faisant une simple équation, violation du droit à l'autodétermination interne égale droit à l'autodétermination externe. Donc je crois que c'est deux questions quand même qui sont pour l'instant en tout cas différentes. Merci beaucoup, Olivier. Alors, je vois qu'il y a cinq mains levées. Je propose que l'on prenne toutes les questions immédiatement pour être certain que toutes les questions puissent être posées, puis ensuite notre conférencier pourra y répondre et ceux qui ont posé la question pourront éventuellement échanger sur la base de la réponse. Alors là, écoutez, je n'ai pas vu l'ordre dans lequel les mains sont apparues. Alors, je vais aller dans l'ordre de mon écran de gauche à droite. Alors, je vois que notre président du conseil d'administration de la Société québécoise de droit international, Daniel Turp, le professeur Daniel Turp, a la main levée. Alors, Daniel, je te passe la parole. Merci beaucoup, Charles-Emmanuel. Et Olivier, merci de rendre hommage à Katia. C'est vraiment un beau geste là, que tu fais de Bruxelles, de nous permettre de la retrouver, d'organiser, de te donner la parole à l'occasion de cet événement. J'ai deux questions, en fait, ou un commentaire puis une question. D'abord, il faut quand même souligner qu'il y a eu un référendum au Karabakh le 10 décembre 1991, Journée internationale des droits de l'homme, si on se rappelle. Et c'était un référendum où il y avait eu une majorité écrasante là, en faveur de l'indépendance. Et les Azeris qui étaient sur le territoire du Haut-Karabakh avaient boycotté, ils constituaient 20% de la population. Alors, je voudrais savoir dans ta réflexion là, sur cet enjeu de l'autodétermination, de l'existence ou non d'un État de facto, de la sécession remède, est-ce que ça peut jouer, est-ce que ça devrait jouer le fait que les personnes qui aujourd'hui sont dans la situation où ils le sont, ont quand même, à l'occasion d'un référendum, très majoritairement voulu que leur territoire accède à l'indépendance. Ça, c'est donc une première question. La deuxième, c'est qu'on a beaucoup parlé du conflit ici en raison de la vente par le Canada de systèmes qui sont intégrés dans des drones que le Canada a vendus à la Turquie, mais que la Turquie aurait diverti vers l'Azerbaïdjan pour permettre aux forces azerbaïdjanaises de s'impliquer, de participer à ce conflit. Alors, donc, je voulais savoir, dans cette question de l'exercice de la légitime défense, est-ce que c'est un enjeu
le fait qu'un autre État tiers, la Turquie, contribue en violant le droit international, en violant cette idée de vendre des armes qui vont être utilisées pendant un conflit. Est-ce que, donc ça pose un problème à l'égard de l'exercice par l'Azerbaïdjan de son droit à la légitime défense parce qu'il est appuyé par un État avec des armes qui sont divertis en violation du droit international. Merci, Daniel. Alors, Olivier, si tu permets, je propose, comme je le disais, qu'on prenne les questions, on fasse le tour des questions pour s'assurer que tout le monde puisse poser la question, puis tu pourras gérer le temps de réponse ensuite. Alors, je me tournerai maintenant, mon écran m'envoie vers mon collègue, le professeur René Provost, ancien président de la SQDI également. Alors, René, la parole est à toi. En fait, tu procèdes par âge, mais tu es trop poli pour le mentionner. Oui, ben, écoute, Olivier, moi aussi, j'ajoute mes félicitations et mes remerciements à ceux de Daniel et puis rappeler le souvenir de Katia Boustani, qui avait l'habitude d'avoir des opinions assez tranchées sur toute question sur laquelle elle tournait son attention et j'ai aucun doute qu'elle aurait des opinions très tranchées sur le problème que tu soulèves aujourd'hui. Moi, la question ou le commentaire, c'est par rapport au Jus ad bellum et à la question de la légitimité du recours à la force par l'Azerbaïdjan. Et tu posais au départ la question de savoir est-ce que le Haut-Karabakh peut être un État? Et je pense qu'on peut assez rapidement conclure que non. Cela étant dit, la question de savoir si le Haut-Karabakh était une entité territoriale représentant un peuple exerçant son droit à l'autodétermination est une question distincte qui peut elle aussi avoir un impact sur le droit à l'autodétermination. Puis j'ai cru comprendre dans tes commentaires que tu ramenais cette deuxième question un peu à la question de savoir s'il y a un État qui avait été créé. Et donc, je vais peut-être invoquer l'esprit d'Éric David puis te ramener au DIH et un peu évoquer l'article 1, paragraphe 4 du protocole 1 additionnel aux conventions de Genève qui évoque les conflits armés par lesquels les peuples exercent leur droit à l'autodétermination contre, entre autres, une occupation étrangère. Et il y a une ambiguïté dans cette disposition-là, en ce sens qu'on ne proclame pas un droit des peuples à recourir à la force. On fait simplement dire si un peuple le fait, le conflit est qualifié de conflit international, mais c'est difficile de ne pas lire entre les lignes qu'on va légitimer au moins implicitement un certain recours à la force. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que l'Azerbaïdjan, si on se trouve dans un cas où il y a un peuple qui exerce son droit à l'autodétermination au Karabakh, est-ce que là, ça vient limiter le droit à la légitime défense? Et là, évidemment, bon, tu as évoqué la sécession remède. Qui, bon, je pense que tu as une lecture assez restrictive de ça. Moi, je mentionnerais quand même la déclaration sur les relations amicales, qui est un texte fondamental du DIP, où on articule ou on avance le principe de la relation entre l'autodétermination interne et externe, et ce qui quand même ouvre la porte ou donne un fondement à cette sécession remède. Puis je note en passant que l'Azerbaïdjan n'est pas un pays particulièrement démocratique, égalitaire et dans lequel un peuple peut s'épanouir et faire respecter ses droits. Donc, il y a cette question-là. La deuxième, une variante de ça, c'est de se demander est-ce que on évoque la sécession romaine surtout par rapport au droit du peuple d'utiliser la violence pour réaliser son droit à l'autodétermination. Est-ce que c'est exactement la même question de demander si ça peut limiter le droit au recours à la force par l'État sur le territoire duquel le peuple a déjà
un degré d'autonomie. Et je ne suis pas sûr que c'est la même question juridiquement exactement. Le droit du peuple de recourir à la force, puis le droit de l'État de recourir à la force pour empêcher ou pour récupérer son territoire, comme c'est le cas en l'espèce. C'est relié aussi finalement au droit des États tiers de soutenir un peuple dans la réalisation de son droit à l'autodétermination dans des circonstances où une autodétermination interne n'est pas possible. Là, ici, moi, je t'accuserais peut-être d'un certain glissement pour dire, ben, c'est l'Arménie qui, ouais, mais là, bon, je veux dire, OK, l'Arménie est là, mais ça n'empêche pas nécessairement qu'il y ait un peuple au Karabakh. Et si on conçoit qu'il y a un peuple au Karabakh qui a droit à l'autodétermination, est-ce que n'importe quel État tiers, y compris l'Arménie, peut apporter son soutien? Et là, on peut penser aux Kurdes dans le nord de l'Irak comme cas d'espèce, où bon, il y a eu un soutien armé de la communauté internationale qui correspond à certains égards à la situation au Karabakh. Donc, plein de questions. Et puis, bon, évidemment, je n'entends pas ce que tu réponds à tout ça, mais ça traduit bien, je pense, l'intérêt et l'importance des questions que tu soulèves dans ton analyse. Merci. Merci beaucoup, René. Je vais me tourner maintenant vers M. Adjovi. Je vous invite à poser de façon la plus concise possible votre question pour qu'on ait le temps, notre conférencier ait le temps de vous répondre. Oui, bonjour Monsieur Cotten, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Bonjour à tous. Alors, mon nom c'est Adjovi Baudouin, je suis originaire du Bénin. Je suis étudiant en droit international à l'Université Paris 1. Alors, moi, je souhaiterais intervenir par rapport à un aspect de votre intervention qui est relatif à l'affaire des activités militaires en République démocratique du Congo, qui est toujours pendante devant la Cour internationale de justice à l'étape de réparation. Depuis 2017, la Cour pénale internationale a étendu sa compétence aux crimes d'agression. Ma question est de savoir si on peut supposer, vu que aussi bien la République démocratique du Congo que l'Ouganda sont tous États partis au statut de Rome, est-ce qu'on peut supposer qu'un jour la RDC puisse saisir la Cour pénale internationale contre les autorités ougandaises, notamment les chefs des forces militaires de l'Ouganda, pour leur soutien présumé aux rebelles ADF en 2019 et en 2020? Ou bien est-ce que selon vous, on pourra opposer une exception de litispendance? Et la deuxième question, très rapidement, vous avez semblé dire, ou bien peut-être que je ne vous ai pas bien suivi, vous avez dit qu'il n'existe pas en droit international de principe d'intangibilité des frontières. Il me semble que la Cour internationale de justice, dans l'une des affaires, la seule affaire qui avait opposé le Bénin et le Niger à propos de l'affaire de l'île de l'été de 2002, la Cour internationale de justice a affirmé ce principe dans cette affaire, mais vous semblez dire le contraire. Est-ce à dire que ce principe d'intangibilité des frontières doit être compris comme étant un principe qui s'applique uniquement aux frontières héritées de la colonisation? Voilà, merci. Je vous remercie pour ces questions qui nous… J'étais assez rapide. Oui, c'est parfait, qui nous éloignent un peu du Haut-Karabakh. Alors, Monsieur Hamza Ali, la parole est à vous. Si vous voulez ouvrir votre caméra, s'il vous plaît, aussi, pour qu'on puisse bien échanger. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, Hamza. Oui, merci. J'ai une petite question, en fait. Quand vous avez parlé, en fait, de ce qui se passe au Haut-Karabakh, et puis l'intervention ou bien l'action militaire de l'Azerbaïdjan, vous avez dit, en fait, qu'on pourrait penser qu'au départ, en fait, il n'y a pas d'interdiction de recours à la force parce que ça se passe dans le territoire de l'Azerbaïdjan, mais c'est quand même interdit parce qu'il y a les forces de l'Arménie qui sont là. Alors, c'est un conflit entre deux États, puis c'est interdit par principe. Ça me fait penser, en fait, à la crime d'agression. Quel lien pourrait-on faire entre en fait, l'interdiction du recours à la force et puis l'interdiction de l'agression au sens du statut de Rome, parce que l'agression, en fait, c'est contre l'indépendance politique ou l'intégrité territoriale d'un pays, puis le recours à la force, c'est plus peut-être général, ou quel lien pourrait-on faire entre les deux? Merci.
Merci beaucoup. Et notre dernière question, si je n'ai pas échappé aucune main, serait celle de M. Agouram. Si vous pouvez activer votre caméra également, si possible. Et bonjour, je n'ai pas de caméra. Ah d'accord, c'est ça possible. va. On vous entend bien. Merci, merci bien. Merci, M. Olivier Courtin, pour l'intervention très riche. C'est clair que le sujet est trop compliqué et sa complication est devenue de plus en plus claire avec l'ingérence des puissances régionales, notamment la Turquie et la Russie. Ma question est très simple. Quel rôle joué par ces puissances régionales dans soit le déclenchement de ce conflit et aussi de sa résilience? Merci. Bien, je vous remercie. Alors, Olivier, on en a pour toute l'après-midi maintenant. Alors, je te cède la parole et je te laisse essayer de mettre un peu d'ordre dans ces réflexions nombreuses suscitées par ta présentation. Oui, merci beaucoup pour vos questions. Je suis content de revoir Daniel, que je n'avais plus vu depuis un certain temps et dont je parlais en commençant, mais je ne t'avais pas encore vu. Donc, il y a d'abord des questions qui, comme peut-être je pouvais m'y attendre, sont liées au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, peut-être la première chose que je voudrais dire en commençant peut-être par l'enjeu de la question, c'est qu'à supposer qu'on estime que le peuple du Haut-Karabakh avait le droit de disposer de lui-même, à ce moment-là, comment est-ce que la question se pose par rapport à l'interdiction du recours à la force? Eh bien, à mon avis, l'interdiction du recours à la force s'applique dans les relations internationales. Il ne s'applique pas entre un État et un peuple qui a le droit à disposer de lui-même. Parce que, et ça c'est très clair dans tous les débats qui ont lieu pendant des décennies à ce sujet, notamment lors des travaux préparatoires de la déclaration sur les relations amicales, c'est quelque chose, c'est une idée qui a été rejetée, qui a été défendue à un moment particulièrement par les États du Sud, et les Occidentaux n'ont vraiment pas voulu qu'on étende l'interdiction du recours à la force. Ils ont vraiment dit que ça ne s'appliquait qu'entre États, etc., etc. Du coup, ça voudrait dire que si l'Azerbaïdjan utilise la force au Karabakh, il ne viole pas l'article 2, paragraphe 4 de la Charte. Cela dit, de mon point de vue, il viole alors le droit international et en particulier le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui justement a pour conséquence que la puissance coloniale, telle en tout cas qu'on l'a conçue à l'origine, a l'obligation de ne pas priver un peuple du droit de se déterminer lui-même. S'il envoie son armée, etc., évidemment qu'il viole non pas l'article 2, paragraphe 4 de la Charte, mais bien le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors la conséquence est quand même importante, cette nuance, dans les deux cas, il viole le droit international, c'est que ça veut dire que le peuple, a supposé que donc, le peuple du Haut-Karabakh en soit un et le droit à l'autodétermination, voit son droit à l'autodétermination violé, il ne subit néanmoins pas une agression au sens de la définition de l'agression, il n'est donc pas en légitime défense, même si rien ne lui interdit, lui, de toute façon, de prendre les armes pour se défendre, mais l'enjeu, c'est que les États tiers ne peuvent pas envoyer leur armée pour soutenir l'indépendance du peuple qui exerce son droit à l'autodétermination. Ça, on le voit bien, même pendant toute la période de la décolonisation, les États tiers, en particulier socialistes, qui soutenaient militairement, y compris des peuples qui exerçaient leur droit à la décolonisation, à l'autodétermination, le niaient. Ils disaient que c'était un soutien politique, logistique, etc. Même les États de la ligne de front pour l'ANC n'assumaient pas du tout qu'ils donnaient des armes à l'ANC. Et personne ne parlait de légitime défense collective. Personne ne disait, aucun État ne disait, voilà, les peuples sont agressés par l'État colonial, donc ils ont la légitime défense, donc on peut aller les soutenir militairement sur le terrain. Personne ne le disait, et ça n'a. Alors certains ont évoqué l'idée, comme je l'ai dit, lors des travaux préparatoires de la résolution 26-25, et puis ça n'a pas été consacré, et donc la formule de la résolution est très très vague, parce que finalement, il y avait une opposition quand même d'une partie significative des États. Très concrètement, pour notre problème, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Haut-Karabakh a le droit à l'autodétermination, l'Azerbaïdjan viole ce droit en intervenant militairement. Il viole peut-être pas l'article 2, paragraphe 4, mais enfin, il viole quand même ce droit-là. Mais en même temps, l'Arménie, en envoyant ses soldats, etc., viole elle aussi le droit international et viole par contre l'article 2, paragraphe 4.
Dans ce cas-là, ça voudrait quand même dire que l'Azerbaïdjan a le droit de légitime défense sur toute la zone qui est aussi grande que le Haut-Karabakh, qui entoure le Haut-Karabakh, mais que par contre, il ne pourrait pas l'exercer sur le territoire du Haut-Karabakh parce que là, ça violerait le droit à l'autodétermination du peuple du Haut-Karabakh. Donc voilà pour l'enjeu. Et donc c'est très intéressant, mais pour moi c'est très théorique parce que moi je veux bien qu'on dise que le peuple du Haut-Karabakh a le droit à l'autodétermination, mais personne ne le dit. Enfin, je veux dire, l'ONU ne le dit pas, ils disent plutôt le contraire. Les États ne le disent pas. Il n'y a pas de précédent. La sécession remède, on peut toujours lire à contrario une disposition de la résolution qui s'appliquait en réalité à l'Afrique du Sud et qui en réalité ne donne aucun, on peut la relire et la relire, elle ne donne aucun droit à l'indépendance, elle ne dit pas ça. Et surtout, il n'y a pas de précédent, même les précédents où on aurait pu s'attendre à ce que ce soit le cas, comme le Kosovo, ou même peut-être l'Abkhazie, la Géorgie, ça n'a pas été accepté par les États. Donc voilà pourquoi, à mon avis, l'argument de la sécession remède, etc., n'est pas un argument qui a été consacré dans le droit international. Alors, on peut peut-être le regretter. Moi, je le regrette par ailleurs pas parce que je ne sais pas à partir de quand est-ce que, et qui surtout déterminerait quelles sont, à partir de quand la violation, et en effet, l'Azerbaïdjan est une horrible dictature et viole les droits humains. Maintenant, à partir de quand ça donne un droit à l'indépendance, qui va le dire? C'est ça le problème. Si c'est pour dire que c'est l'ONU, ben à ce moment-là, effectivement, on revient au droit commun du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui effectivement renvoie à des conditions de fond pour l'instant assez strictes, qui renvoient essentiellement à la décolonisation, ou alors, pourquoi pas une évolution? Ben alors il faut que, comme toute l'histoire de l'autodétermination l'a démontré, il faut que ce soit consacré à l'échelle des Nations Unies et pas unilatéralement par tel ou tel État ou groupe d'États. C'est ça mon problème de principe par rapport à ce type d'argument, même si, du coup, la situation n'est pas satisfaisante dans toute une série de cas, mais c'est toujours les dilemmes, c'est-à-dire que si on accepte ça, ben alors on accepte les interventions militaires de la Russie, en Ossétie du Sud, en Abkhazie, en Crimée, évidemment, parce que je n'ai pas parlé, mais évidemment, il y a aussi le cas de la Crimée, donc voilà, et ça me permet de répondre à la question de Daniel. Oui, donc tu ne croyais pas si bien dire. Hein, donc là, j'ai les résultats du référendum. Il y a quand même 99,89% de votes en faveur. Bon, il a été fait après la proclamation d'indépendance, pas avant. Mais enfin bon, il y a eu 24 contre, 0,02%. Donc là, on est un peu dans une situation encore peut-être plus radicale, mais c'est le même principe que la Crimée. C'est-à-dire qu'effectivement, les habitants, là, sur cette partie-là de territoire, ne souhaitent pas vivre sous l'autorité de l'État azéri. Maintenant, comme je le dis, c'est comme pour la Crimée. Alors, pour la Crimée, l'Assemblée générale a considéré que ce n'était pas un argument suffisant. C'est aussi un précédent intéressant. Et a considéré qu'on ne pouvait pas considérer ni qu'il y avait droit à l'autodétermination, ni qu'on pouvait d'ailleurs reconnaître les autorités de la Crimée et ensuite l'annexion à la Russie. C'est le même problème ici. Donc là, les problèmes de référendum, c'est toujours une question d'échelle. C'est qui se prononce pas, c'est les poupées russes. Jusqu'où est-ce qu'on descend jusqu'où est-ce qu'on remonte dans l'histoire, qui a le droit de vote, parce que dans les régions qui entourent le Haut-Karabakh, donc là, on a des colons arméniens qui ont été placés pour ensuite pouvoir dire qu'il y a une majorité d'habitants. Il y a eu des centaines de milliers d'Azéris qui ont été déportés. Voilà, donc les choses sont très complexes. Je crois que le référendum est un élément et je ne dis pas que ça n'a aucune conséquence. Enfin, moi, je trouve que ça a une conséquence fondamentale, c'est qu'il faudrait, à mon avis, redessiner les frontières. Ça, c'est mon avis politique. Mais sur le plan du droit international et en particulier pour la légitime défense, ça ne change pas grand-chose en réalité, de mon point de vue, parce que c'est le choix, de nouveau, des États. C'est d'éviter d'ouvrir la boîte de Pandore. Enfin, vous connaissez l'argument. Et en tout cas, à mon avis, c'est ce qui explique qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas un consensus pour modifier, pour élargir un droit des peuples à disposer d'eux-mêmes à toute entité qui s'autoproclamerait indépendante
parce qu'elle a fait un référendum, même si elle le fait après, mais enfin, peu importe. Alors du coup, je réponds dans la foulée plutôt à la question de l'intangibilité des frontières. Donc je voudrais peut-être, en effet, je me suis mal exprimé, je veux dire il n'y a pas d'intangibilité des frontières, ça veut dire que les frontières ne sont pas intangibles. Elles peuvent bouger, elles bougent tout le temps. Vous prenez une carte d'aujourd'hui, d'il y a 10 ans, d'il y a 30 ans, d'il y a 100 ans, mais les frontières, elles bougent tout le temps. Donc, il n'y a pas d'intangibilité des frontières. Ça veut juste dire que les frontières ne sont pas fixées pour l'éternité. Elles sont tout le temps modifiées. Simplement, ça doit se faire par la voie d'accords entre États, pas par la voie des armes, etc., des interventions militaires, etc. Par ailleurs, et ça dans l'affaire Bénin-Niger ou dans l'affaire Burkina Faso-Mali, ce que la Cour internationale de justice dit dans le contexte de la décolonisation des États africains, c'est que quand elle parle d'intangibilité, elle ne veut pas dire que les frontières ne peuvent pas être modifiées. Elle veut simplement dire que lorsque les États, ce qui est complètement logique, les États colonisés, finalement, ne puisaient leur identité, et c'est ça qui est très paradoxal et qui a été dénoncé, enfin qui a été souligné d'ailleurs, que de la part du colonisateur. C'était quoi le Bénin, sinon une entité créée par la France? C'était quoi, enfin la Haute-Volta? Et c'était quoi le Mali, etc., etc. Ce sont où le Congo, c'est chaque fois des entités créées par le colonisateur. Et donc, quand on dit le peuple congolais, en réalité, c'est en même temps une espèce de suite de la colonisation. C'est-à-dire qu'on reprend les termes finalement du colonisateur. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains États africains ou certaines autorités africaines ne voulaient pas de l'outil Posidetis, parce que c'était en quelque sorte poursuivre et reprendre les frontières du colonisateur et même les entités que le colonisateur avait créées. Néanmoins, c'est ce que les États africains ont décidé au Caire, comme vous le savez, et de manière plus fondamentale, la Cour considère qu'à partir du moment où un peuple tire son droit à un territoire de la décolonisation, il est logique que ce territoire soit le territoire colonisé. Voilà, donc ça c'est tout à fait logique. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ensuite les frontières ne peuvent pas bouger. J'ai parlé de l'Érythrée, on peut parler du Soudan du Sud. Pour moi, tout ça, c'est simplement la démonstration qu'il peut y avoir en fait, effectivement de nouveaux États, des nouvelles frontières. Et de ce point de vue-là, évidemment que la volonté des populations doit être prise en compte. Mais je vous avais montré tout à l'heure la carte mosaïque de toutes les populations. Ça bouge tout le temps. Donc, c'est évidemment aussi un fantasme de se dire qu'on va tracer les frontières une fois pour toutes et qu'ensuite, on n'aura plus de problème parce que ça bouge tout le temps. Et c'est aussi pour ça, en guise de stabilité, que sans parler d'intangibilité des frontières, il y a l'idée qu'on ne peut pas les modifier par la force, en gros. Quand bien même il y aurait une volonté de telle ou telle partie du territoire d'un État. C'est ça, finalement, ce qu'il y a derrière ces règles, qui aboutissent parfois, en effet, à des conséquences un petit peu choquantes, même tout à fait choquantes. Alors, par rapport à la Cour pénale internationale, donc là, ça devient un petit peu complexe, mais ça nous amène un petit peu loin de notre sujet. Mais en tout cas, il faut juste savoir que c'est une question tout à fait différente parce que là, c'est des crimes commis par des personnes, pas par des États. Il n'y a pas de crime d'agression d'État, il n'y a pas de crime d'État, donc il n'y a pas de litispendance par rapport à ça. Donc, si à un moment donné, ce n'est pas à des États, ce n'est pas comme la Cour internationale de justice, si le procureur décidait de poursuivre l'une ou l'autre personne pour crime d'agression, voilà, ce ne serait pas une question de litispendance. Il m'étonnerait fort que dans ce cas-ci, ce soit quelque chose qui soit fait parce que c'est quelque chose qui est assez complexe, je pense, comme je l'ai dit, et il n'y a eu aucune question là-dessus, mais pour moi, les questions les plus difficiles, c'est vraiment sur la question de nécessité et la question de l'exercice du droit de légitime défense, et donc plutôt la deuxième partie de mon exposé. Alors, dernier point qui me permet de répondre en même temps à une autre question que Daniel a posée et qui, moi, j'ai toujours admiré toute ton action par rapport au Yémen, etc., et aux ventes d'armes. Alors, je suis à 100% sur cette ligne, si on peut dire, pour utiliser un langage un peu martial alors qu'on est plutôt pacifiste.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre des armes si ces armes, et on le sait, si on le sait, sont utilisées pour violer le droit international. Maintenant, si on l'applique au cas du Haut-Karabakh, etc., je pense que c'est plutôt du côté du droit humanitaire qu'il faut se tourner, c'est-à-dire qu'il faut voir si ces armes sont utilisées pour attaquer des civils, etc. On a parlé de violations de la part de l'Azerbaïdjan, du droit humanitaire, etc. Et si effectivement c'est le cas, alors il y a un problème et on pourrait dire que le principe de l'aide ou assistance qui est consacré dans le droit de la responsabilité internationale interdit à un État, s'il le sait, d'aider un autre État à violer le droit international. Pour le reste, et en termes de légitime défense, là par contre, on retombe sur le problème, c'est-à-dire que si l'Azerbaïdjan est en droit d'exercer son droit à la légitime défense, on peut lui vendre des armes, évidemment. Parce que c'est ça toute la légitime défense collective, tous les traités de légitime défense collective et tous les vendeurs d'armes vont toujours vous dire qu'ils vont vendre des armes pour aider à se défendre. Donc, c'est ce qu'ils vont dire ici. Et donc, c'est vrai sur le principe, si on veut. Donc, par rapport y compris à la Turquie qui a aidé l'Azerbaïdjan, si en effet l'Azerbaïdjan était en légitime défense, alors il n'y a pas de problème, c'est la légitime défense collective, évidemment. Donc ça, ce n'est pas un problème en tant que tel. Donc on revient toujours à la même question centrale qui est celle de savoir si l'Azerbaïdjan a le droit de légitime défense, enfin, centrale, mais qui est loin d'être la seule question, encore une fois. Et c'est pour ça quand j'entends, effectivement, moi je ne suis pas du tout un défenseur de l'Azerbaïdjan, il y a par ailleurs des tas d'autres problèmes à souligner, mais qui sont plutôt des problèmes de droit de la personne, pour moi, de droit humain, plus que de jus contra bellum. Où là, pour le coup, ils ont des bons arguments, selon moi. Voilà, je crois que j'ai à peu près répondu à tout. Sauf sur le Congo, mais là, je pense que c'est quand même trop éloigné de notre sujet du jour. Bon, on ne t'entend plus, Charles. Merci. Alors, je te remerciais de ce tour de force, d'avoir réussi là, à couvrir l'essentiel des questions qui ont été posées, puis qui naturellement auraient pu être approfondies encore longuement. Cela dit, il faut se rappeler que toi, tu es à Bruxelles et que l'heure avance là-bas. Alors, il ne me reste plus qu'à te remercier chaleureusement au nom de la Société québécoise de droit international d'avoir accepté de prononcer cette conférence-là. Et comme tu l'as gentiment accepté, là, la conférence a été enregistrée et François pourra peut-être nous dire un mot. Je pense qu'elle sera mise en ligne sur le site de la Société. Alors, elle pourra continuer d'être visionnée. Alors, merci beaucoup encore une fois. Je pense que tout le monde se joint à moi pour t'applaudir virtuellement et te remercier beaucoup. De ta conférence. Et nous serons heureux de te revoir en personne et non pas en présentiel, un mot que je personnellement déteste. Donc, de te revoir en personne à Québec, à Montréal ou ailleurs le plus rapidement possible. Alors, François, est-ce que tu veux adresser un mot final? Je te remercie, Charles-Emmanuel, de me donner le mot de la fin. Je ne pense pas que j'ai grand-chose à ajouter, si ce n'est de remercier notre invité, le professeur Courtine. Et effectivement, de souhaiter longue vie à cette conférence parce que nous allons la déposer sur le site de la Société québécoise de droit international et sur notre chaîne YouTube. Donc, voilà. Donc, merci à tout le monde pour votre présence. Puis, merci Charles-Emmanuel d'avoir présidé cette conférence d'une grande qualité. Donc, voilà. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée et bonne fin de journée à tout le monde.